Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle émission. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de Junie Limage et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez si bien dit, et l'équipe au grand complet, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission immigration au pays. Quand je dis la seule immigration, ça veut dire votre seule immigration mur à mur qui vous parle simplement de l'immigration. Alors je me demande encore aujourd'hui si nous n'avons pas encore une émission spéciale. Vous savez, beaucoup de turbulences au niveau de l'immigration. Alors, maître François Jean-Denis a beaucoup à vous dire. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car nous avons beaucoup à vous dire concernant l'immigration. Nous saluons comme d'habitude nos amis qui nous écoutent un peu partout, ici au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, qui ont appelé cette semaine parce que il y a beaucoup de questions qui se posent parce que une fois que le département d'État a décidé, oui, a recommandé au ministre de la Sécurité publique, comme ils disent là-bas, c'est le ministre au niveau de la sécurité intérieure, de ne pas prolonger le TPS, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de tensions. Et les gens pensent que le 22 novembre, on va annoncer que le programme ne sera pas renouvelé. Et il y a 57 000 de nos compatriotes qui se trouvent en situation très difficile. Il y en a qui essaient par tous les moyens de trouver un parrainage, de faire ceci, de faire cela. Mais de toute façon, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais on suit, c'est une question assez délicate en tant que telle. Alors, on va vous en parler et surtout à ceux qui sont aux États-Unis, qui nous écoutent maintenant et qui voudraient savoir si le Canada pourrait représenter une perspective. On va également donner une réponse à cette question-là. En même temps, on salue ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ceux qui sont au Chili, au Brésil. Ils sont là, mais ils voudraient venir au Canada, ils voudraient avoir un visa de visiteur. Mais on leur dit que ce n'est pas facile. Alors, c'est-à-dire pour ces gens-là qui sont à l'écoute et qui ont besoin de savoir ce que ça prend, de toute façon, restez branchés, vous allez tout savoir sur cet aspect-là. Et en même temps, ceux qui sont en Haïti. Aujourd'hui, on va vous parler de façon spéciale. Parce que chaque fois, à chaque année, c'est toujours la même réaction que vous avez. Une fois qu'on annonce les plans d'immigration, vous nous appelez et je ne sais pas combien de personnes ont appelé pour dire oui, le Canada va accueillir 1 million d'Haïtiens, 1 million de migrants, 1 million. On a raconté toutes sortes de choses. Alors, aux gens qui nous écoutent dans le département du Sud via Radio Macaya, alors suivez de très près ce qu'on va dire. Ceux qui sont dans le département du Sud-Est, Radio Télé Express, département de l'Ouest avec Radio Solidarité. Alors suivez, écoutez-nous attentivement parce que on va vous parler de ça parce que ce n'est pas normal que l'information continue à être diffusée de cette façon. Les gens pensent que le Canada va recevoir 1 million avant le mois de janvier, on va recevoir 1 million et parmi c'est comme si c'est 1 million d'Haïtiens ou bien c'est 1 million de personnes et puis ils devraient profiter pour venir rapidement. Alors on va vous expliquer c'est quoi et qu'est-ce qui a été annoncé. Et là, vous allez comprendre que il n'y a rien, absolument rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours les mêmes critères. Ça veut dire que votre situation, concrètement, ne va pas changer avec cette annonce-là. Alors, à l'émission de ce soir, on va la diviser en 3 parties. On va d'abord vous parler, par exemple, des nouvelles. Les nouvelles comprennent le plan d'immigration parce que la semaine dernière, on n'a pas eu assez de temps pour vous en parler, pour vous expliquer. Ensuite, le dossier d'asile, il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui se passent, surtout après la nouvelle du TPS. On a Donald Trump qui a demandé à Ottawa de fermer les frontières
en perspective de cette nouvelle-là, on a au niveau de CISR, on a les permis de travail. Jusqu'à présent, le Canada n'a pas donné plus que 300 permis de travail à ces 11 000 personnes qui sont venues. Jusqu'à présent, et je vais vous lire l'article, c'est dans la presse, jusqu'à présent, Ottawa n'a pas délivré plus de 300 permis de travail. Ok? On parle aussi dans la presse de l'aide sociale. On est rendu, depuis le début de l'année, depuis l'arrivée de ces demandeurs d'asile, on est rendu à 21 millions de dollars d'aide sociale. Le Québec a donné près de 21 millions de dollars en aide sociale. Et quand ces nouvelles-là commencent à sortir, vous savez qu'il y a des groupes qui vont dire, voilà, l'argent du pays est gaspillé, voilà, tout cet argent-là qui est dépensé pour des personnes. Et puis, vous connaissez la chanson, et puis on va continuer à en parler. Alors, et on va aborder cette question de dossier d'asile. Ensuite, on va aborder d'autres points, la citoyenneté, le parrainage, le visa de visiteur, le permis d'études. On va essayer de vous donner vraiment des informations parce que vous cherchez des informations, vous êtes très inquiets, vous avez des parents qui sont là-bas, vous avez des parents qui sont aux États-Unis, tout le monde est inquiet. On a vu le Parlement en Haïti qui est inquiet parce que pour le Parlement, c'est parce que et on voit qu'il y aura moins de rentrées, moins de transferts d'argent. Et là, maintenant, on est inquiet comme si on veut faire n'importe quoi, alors que, de toute façon, chaque pays est autonome, chaque pays a le droit d'accepter ou pas des gens sur son territoire. Alors, on va en parler, et c'est pourquoi on va prendre la première pause. Tout de suite après, on va commencer avec les nouvelles. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Allô? Allô mon amour, moi faut passer ouais mon oncle là à Montréal Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis. Dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland. Et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876
93 98. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398. Ensuite, on a, en Haïti, vous avez deux numéros, 2209-76-82, 48 20 78 18. Et ensuite, vous pouvez aller sur le site internet www.visionmaxservice.com. On dit aux gens qui sont en Haïti, c'est que quand vous voulez d'abord nous parler, il faut d'abord passer par le bureau. Alors, ils vont vous dire quand vous pouvez nous parler et ça va être plus facile. Mais si vous commencez à nous appeler, souvent, il y en a qui appellent à 5h, 6h du matin. C'est sûr que c'est pas le bon moment. Alors, on vous le dit. Et ensuite, par exemple, ici, si par exemple vous voulez envoyer un message également par texto, par WhatsApp, c'est toujours le 438-876-9398. On dit également aux gens qui écoutent aussi les personnes qui annoncent les publicités à cette émission-là, il faut également faire affaire avec ces gens-là. On vient d'avoir Madame Elsie Jean-Pierre pour l'assurance. Ça veut dire que suivez attentivement. Et très bientôt, on aura à Jacmel, les gens qui nous écoutent à Jacmel, on a un hôtel Bon Accueil qui va avoir une publicité déjà au 44 92 12 96. Ça veut dire que si vous voulez aller en Haïti, vous voulez trouver un bon hôtel qui peut vous accueillir, surtout à Jacmel, il y a l'hôtel Bon Accueil qui peut vous donner un service de qualité. Alors on commence avec les nouvelles. D'abord, on va commencer avec la question de plan d'immigration. Alors, la semaine dernière, on va vous expliquer ça très bien. Le 1er novembre, le ministre de l'immigration a fait sortir, par exemple, une note a présenté le plan d'immigration pour le Canada. Et dans ce plan, il a dit que le Canada, en fonction de la situation de la population vieillissante, le Canada a l'objectif de faire accueillir à peu près 1 million d'immigrants sur 3 ans. Il a présenté un plan pour 2018-2020. Il a dit que nous allons accueillir à peu près 1 million d'immigrants. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Il a dit on va accueillir 330 000 personnes en 2018, on va accueillir 350 000 personnes en 2019, on va accueillir 360 000 en 2020, ça donne 1 million. Alors, il faut bien comprendre ceci. On accueille 330 000 personnes en 2018, 350 000 en 2019 et 360 000 en 2020, ce qui donne à peu près 1 million d'habitants. Alors, dans ce plan, il dit dans quelle catégorie on va accepter, par exemple, ces gens-là. D'abord, vous savez que pour l'immigration, il y a 3 grandes catégories. La catégorie de l'immigration économique. Dans cette catégorie-là, on va accueillir 188 500 personnes. Ça veut dire que pour une année, on dit qu'on va accueillir 330 000. De ces 330 000, 188 500 vont venir de l'immigration économique. Écoutez bien, c'est quoi l'immigration économique? On parle de travailleurs qualifiés, très qualifiés au niveau fédéral. Là, on parle de l'entrée express. Tout à l'heure, je vais vous expliquer c'est quoi l'entrée express. On parle du programme pilote du Canada Atlantique. On parle des aides familiaux résidents. On parle des gens d'affaires, les gens qui ont de l'argent qui viennent investir. On parle du programme des candidats des provinces. On parle des travailleurs qualifiés et gens d'affaires sélectionnés par le Québec. Alors, voici les composantes de cette catégorie d'immigration économique. Alors, si avant, vous n'étiez pas qualifié pour l'un de ces programmes, vous ne le serez pas après cette annonce. Parce que pour être qualifié, il faut, par exemple, dans la catégorie de l'immigration économique, il faut soit avoir des diplômes, soit avoir des moyens économiques pour vous permettre d'investir au Canada. Au Québec,
on dit, on va accueillir, imaginez, Québec dit, pour l'année 2018, il va accueillir à peu près 30 000 personnes. 30 000 personnes, encore la semaine dernière, je vous ai dit, 47% de ces gens vont venir de l'Asie. Ok, 47 vont venir de l'Asie, 21% vont venir de l'Europe, 25% vont venir de l'Afrique, et il reste à peu près 14% pour l'Amérique. Quand on parle de l'Amérique, on parle de 22 pays hispanophones, on parle des États-Unis, on parle des Antilles et on parle d'Haïti. Alors, lorsque les gens appellent et disent que oui, on nous dit on va accepter 1 million de personnes, alors il faut comprendre que d'abord, on n'accueille pas 1 million pour une seule année, on va accueillir 330 000 pour 2018, et de les 330 000, on va accueillir déjà 188 500 dans la catégorie de l'immigration économique. Au niveau du parrainage, la famille, les époux, les conjoints, les parents, les grands-parents, on va accueillir 89 000 personnes. 89 000 personnes pour toute la planète, pour tous les pays confondus. Ça veut dire que 68 000 pour les époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux et enfants, et 21 000 pour les parents et grands-parents. OK? Alors, dernière catégorie, on va accueillir à peu près 48 000 personnes pour les réfugiés, les personnes protégées. Là, on ne parle pas de personnes vivant ici au Canada, ou des personnes qui viennent faire des demandes ici au Canada. On parle des personnes qui seront réinstallées, des personnes, des programmes mixtes, des réfugiés, etc. Ça, c'est vraiment bien des personnes, des circonstances d'ordre humanitaire, tout et tout. Voilà comment. Alors, il faut que les gens qui nous écoutent en Haïti, surtout en Haïti, et ceux qui ont des parents en Haïti, vous nous écoutez, vous avez à expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en profitent pour aller dire aux gens là-bas, oui, le Canada va accueillir 1 million, et puis commencer à envoyer des dossiers, envoyer de l'argent, et puis vous perdez de l'argent à ce moment-là. On n'accueille pas 1 million pendant une année, on accueille 330 000, et avant, on accueillait 330 000. Parce qu'en 2017, c'était le même plan, avec quelques différences. Ça veut dire on disait 310 000, 320 000. Ça veut dire que c'est toujours le même plan. Chaque année, on nous dit, voilà combien de personnes qu'on va accueillir. Et ces personnes-là sont regroupées dans des catégories. Et la catégorie qui remporte, je dirais, le palmarès, ou bien qui a plus de personnes, c'est la catégorie de l'immigration économique. Alors, les gens qui sont là-bas, qui nous disent, oui, on aimerait venir. Alors, le programme Entrée Express, oui, on en fait, oui, on va vous en parler, mais cependant, il y a des critères à respecter. Ça veut dire que pour le moment, ne pensez pas qu'il y en a qui ont appelé, qui n'ont même pas terminé le secondaire, qui nous disent, oui, on veut aller à Entrée Express. Entrée Express, c'est pour des gens qui ont des diplômes professionnels et des gens qui ont de l'expérience, et il faut faire évaluer son diplôme par un organisme reconnu, et il faut payer $800 lorsque vous décidez d'appliquer au programme Entrée Express. D'abord, pour l'évaluation de votre dossier, il faut payer à l'organisme $800. Alors, ce ne sont pas des choses simples et faciles. Alors, lorsque vous dites oui, je veux venir, il faut faire attention. J'espère que les gens qui nous écoutent, parce que je voulais insister là-dessus, et que les gens qui nous écoutent, par exemple, comprennent que le Canada ne va pas accueillir 1 million, et par exemple, en une année, mais c'est 1 million sur 3 ans. Ça a été presque la même chose sur les 3 dernières années. Alors, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et on dit qu'on fait venir ces gens-là parce qu'on a une population vieillissante. Et à cause de la population vieillissante, il faut maintenant que les gens puissent participer à l'économie. Parce qu'on ne nous fait pas venir parce qu'on aime nos yeux, parce qu'on sait que nous sommes de beaux citoyens, des gens de bien. Non. On nous fait venir parce qu'on a besoin de nous. On dit que si, par exemple, d'ici 2036, aucun plan d'immigration n'était mis en œuvre, on dit que le ratio de 6,6 personnes actives pour un retraité passerait de 4,2, ok, et même à 2
d'ici 2036. Parce que si on doit maintenir les services, il doit y avoir des gens qui travaillent. Alors, plus la population est vieillissante, moins il y a de personnes sur le marché du travail. Alors, comment doit-on maintenir les services d'assurance maladie, les retraites, tous les plans qu'on a pour la sécurité, vieillesse, etc. Comment doit-on maintenir ces plans si on n'a pas de personnes qui arrivent? Alors, généralement, si la population, on avait un taux de fécondité beaucoup plus élevé au Canada, si les femmes donnaient naissance à beaucoup plus d'enfants, alors on pourrait dire qu'il y a une relève. Étant donné que dans les pays occidentaux, il y a de moins en moins de femmes qui donnent naissance, généralement les gens ont 1 ou 2 enfants, alors à ce moment on se dit, il faut faire appel à l'immigration et c'est pourquoi on prévoit de faire venir des gens, mais des gens qualifiés, des gens qui peuvent apporter quelque chose parce que il faut que le pays se développe, il faut que le pays arrive en situation à être un grand pays parce que si à un moment bien déterminé le Canada fait venir n'importe qui, alors vous comprendrez que l'économie va baisser et là on ne parlera pas du Canada comme un pays qui faisait partie du G7. Alors là, ça va être très, très compliqué. Maintenant, autre nouvelle. On apprend que de plus en plus, le gouvernement prend des mesures visant à réduire la détention des enfants, mais il reste encore beaucoup à faire. Le 6 novembre, le Conseil canadien pour les réfugiés a accueilli l'instruction du ministre et la directive nationale sur la détention ou l'hébergement de mineurs de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ces nouvelles instructions constituent une étape concrète vers la fin de la détention des enfants en vertu de la loi d'immigration au Canada. Alors, le Conseil canadien pour les réfugiés est particulièrement heureux que les directives reconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale lors de la prise des décisions. Parce qu'à plusieurs reprises, même l'ONU a dit que c'est pas normal que dans les prisons canadiennes, qu'on ait autant d'enfants incarcérés avec les parents. Parce que si un parent ou un couple ou une famille arrive avec des enfants, si le père et la mère vont en prison, on emmène aussi les enfants, quel que soit leur âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on les emmène également en prison. Un pays comme le Canada ne devrait pas avoir des politiques comme ça. Alors on dit que de plus en plus, puisque c'est critiqué de part et d'autre, alors il y a maintenant des instructions qui sont passées à l'agence de services frontaliers pour dire que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération lors de la prise de décision. Les directives affirment clairement à plusieurs reprises que la non-détention constitue la règle et reconnaissent la nécessité de préserver l'unité familiale. Parce que des fois, la personne arrive à l'aéroport, des fois on a un problème d'identité, mais on n'est pas obligé de mettre toute la famille en prison parce que la personne ne peut pas s'identifier. On dit que la règle, c'est la non-détention. Il faut préserver l'unité familiale. Alors, c'est pourquoi le Conseil canadien pour les réfugiés dit que on doit aller au-delà de ces mécanismes-là. On doit mettre fin à la détention des enfants. Ça veut dire on ne doit pas dire que oui, il faut tenir compte, il faut mettre fin à la détention des enfants. Le Canada ne peut pas, en 2017, avoir encore des enfants en prison qui n'ont rien fait juste parce qu'ils accompagnent leurs parents qui sont, par exemple, en prison, ou bien qui sont obligés d'aller en prison. Et là, maintenant, on retrouve des enfants qui sont en prison. Bon, maintenant, on passe à la question d'asile. C'est la question qui domine l'actualité. Alors, d'abord, depuis la semaine dernière, on a appris que le département d'État a demandé à la sécurité intérieure des États-Unis de ne pas renouveler le TPS qui doit prendre fin le 22 janvier 2018 pour les Haïtiens. Pour d'autres peuples, les Salvadoriens, les Honduriens, c'est à peu près la même date. Au total, il y a à peu près 57 000 Haïtiens qui sont concernés par cette question. Et quand on fait le total avec les Latinos, on a près de 320 000 personnes concernées. Et parmi ces 320 000 concernés, il y a à peu près 200 000 enfants qui sont nés aux États-Unis. Voilà un drame humain, voilà une tragédie. On a toutes ces personnes-là
qui sont concernés et qui vont vivre dans une situation, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que Donald Trump va déporter ces gens? Qu'est-ce qui va se faire? On ne comprend pas. Et quand on parle à des gens comme Marlène Bastien à Miami, tout le monde se pose des questions. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, en prévision à cette vague de demandes d'asile qui peuvent se faire, qui peut arriver, on a appris que les députés libéraux Pablo Rodriguez et Emmanuel Dubois vont retourner aux États-Unis pour tenter de contrer une nouvelle vague de demandes d'asile à la frontière. Alors, on dit que le gouvernement américain a averti quelques 5000 Nicaraguayens. Leur statut temporaire sera révoqué dans la prochaine année. 58 000 Honduriens. Et ils ont reçu aussi la nouvelle, les Haïtiens, tout ça. Alors là, maintenant, on se dit, ces gens-là vont tenter de venir au Canada parce que, on va dire, après 8 ans, 10 ans, 15 ans aux États-Unis, on vous demande de quitter. Alors maintenant, les gens, ils vont essayer de venir au Canada. Alors c'est pourquoi le gouvernement va dépêcher les 2 députés et pour rappeler que la désinformation demeure le principal ennemi à combattre. Je sais qu'il y a d'autres radios en ligne qui retransmettent cette émission. Alors je voudrais dire à tous ces gens-là qui nous écoutent aux États-Unis, il n'y a pas de programme spécial pour ces gens concernés par le TPS aux États-Unis. On vous a toujours dit ça. Depuis le début de la crise, on a dit que la solution était aux États-Unis. On avait invité les gens à manifester souvent à Miami, un peu partout aux États-Unis. On est 1 million d'Haïtiens aux États-Unis. On n'a pas eu de manifestation avec 200 personnes. Alors, malheureusement, c'est le cas. On vous dit, il n'y a pas de programme spécial. Et on vous dit, si par exemple, vous voulez venir au Canada, il faut passer par la frontière. Et par la frontière, vous devez avoir un parent proche ici au Canada. Si vous êtes aux États-Unis, vous voulez faire une demande d'asile au Canada, et on sait à partir de l'entente sur les pays tiers, oui, vous pouvez passer par la frontière. Par la frontière, vous devez démontrer que vous avez un frère, une sœur, le père, la mère, neveu, nièce, oncle, tante. Vous devez démontrer que vous avez un de ses parents. Si vous n'avez pas un de ses parents, on va vous donner une interdiction de faire de territoire pour 1 an et vous ne pouvez pas appliquer. Alors, ça veut dire qu'il faut faire attention. Ne passez pas par la frontière. Ne venez pas à la frontière si vous n'avez pas un de ces parents-là. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Deuxième conseil que je vais vous donner également, si vous pensez que vous allez venir et que vous allez par la suite confier votre dossier à l'aide juridique, et puis là encore, vous allez avoir des problèmes parce que ça ne va pas fonctionner puisque la plupart de ces cas, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les clients qui le disent, généralement, ils ont 1 heure ou bien 2 heures de préparation avec les clients et quand quelqu'un arrive qui ne connaît absolument rien du système d'asile au Canada, c'est sûr que c'est vraiment insuffisant d'avoir 1 à 2 heures de préparation. Alors, si vous venez, il faut vraiment savoir que vous avez une possibilité de réussir. Parce que si vous ne réussissez pas, vous allez avoir d'autres problèmes avec le gouvernement canadien qui va vous demander également de quitter. Et c'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas de programme spécial. Quand vous décidez de venir, c'est parce que vous pensez que vous avez un dossier que vous pouvez présenter au gouvernement canadien, ou pas au gouvernement canadien, à la CISR, qui est le tribunal indépendant, pour pouvoir vous écouter et vous dire effectivement si oui ou non votre demande sera acceptée. Mais si vous n'avez pas d'accompagnement, à ce moment-là, vous pouvez avoir un bon dossier, ça ne passe pas parce que de toute façon, vous n'avez pas un accompagnement où on ne vous explique pas comment procéder pour arriver à faire ça. Ça, c'est encore, et on a dit que les 2 députés vont très bientôt vont se rendre aux États-Unis. Ensuite, on a dit également que lorsque les gens viennent, on leur donne un permis de travail. Alors, on a la nouvelle que depuis l'arrivée massive, entre guillemets, des gens qui sont venus, on dit que jusqu'à présent,
le Canada, ou bien Immigration Canada, n'a pas délivré plus de 300 permis d'études. Et, excusez-moi, 300 permis de travail. Imaginez que ces gens-là ont besoin de permis de travail pour fonctionner. Jusqu'à présent, on n'a pas délivré plus de 300 permis de travail d'après les données qui ont été, je vous dis, où est-ce que j'ai trouvé ça? On a cherché, je vais vous dire tantôt. Alors, pendant ce temps, ok, j'ai trouvé pour le permis de travail, on dit seulement 330 permis de travail ont été délivrés depuis juillet dernier, révélait le journal de Montréal mercredi. Pourtant, durant cette période, plus de 10 000 migrants ont franchi la frontière du Québec de façon irrégulière. Il y a quelqu'un qui se traîne les pieds quelque part, lance la porte-parole péquiste en matière d'immigration et de communauté culturelle, Carole Poirier. Pour le chef de la CAQ, François Legault, le fait que les permis de travail soient distribués au compte-gouttes vient confirmer la mauvaise gestion des gouvernements. Maintenant, je continue à penser que ça n'a pas de bon sens, les délais pour avoir les réponses, à savoir est-ce que leur demande comme statut de réfugié va être acceptée ou non, dit-il. Alors, vous voyez, il y a plus de 11 000 personnes qui sont venues et il y a eu un comité qui a été formé, et ce comité a rencontré le Premier ministre, on a donné la garantie on va donner les permis de travail. Vous voyez, on est quelques 3-4 mois après, seulement 330 permis de travail ont été délivrés pour les 10 000 personnes. Et après, ces gens-là, ces clients, ces demandeurs, ils vont passer dans les bureaux pour dire pourquoi je n'ai pas encore mon permis, pourquoi ceci, pourquoi cela, alors que jusqu'à présent, 330 permis de travail qui ont été délivrés. Encore dans le même journal de Montréal, on nous apprend que un demandeur d'asile coûte au gouvernement québécois $8 400 par année. $8 400 par année, selon les calculs du journal de Montréal. Et le journal nous dit également que depuis l'arrivée de ces migrants, Québec a consacré 21 millions en aide de dernier recours. 21 millions de dollars en 8 mois pour l'aide financière de dernier recours destinée aux demandeurs d'asile. Et il pose la question, qui va payer pour ces gens-là? Comment peut-on dépenser autant d'argent? Et on sait comment les gens de la droite, comment ces gens-là disent que, comme par exemple Nathalie Roy de la CAQ dit, quand vous ouvrez vos bras, vous ouvrez les portes, vous recevez les gens avec des ballons, venez-vous-en, puis dans le fond, vous n'avez pas l'intention de les prendre et puis vous dépensez de l'argent. C'est un double discours, c'est hypocrite, c'est de l'improvisation, c'est un manque de planification. Alors vous voyez, ça veut dire que des gens arrivent, peut-être qu'ils voudraient travailler, la plupart sont de bonne foi, ils veulent travailler, mais ce qui arrive jusqu'à présent, on a donné 330 permis de travail et en même temps, on sort des articles pour dire que il y a à peu près 21 millions, on a déjà dépensé 21 millions de dollars pour tous ces gens-là qui sont arrivés et c'est à partir de nos taxes, tout ça, qu'on a pu prendre cet argent-là. C'est ce qu'on veut dire. Alors, mesdames et messieurs, la situation est très grave et aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. D'un côté, aux États-Unis, on a nos frères, nos sœurs, on a les Latinos également qui sont en difficulté. On ne sait pas à partir de janvier comment Donald Trump et son administration vont gérer cette situation-là. Est-ce que Haïti peut recevoir 50 000 personnes? Parce que parallèlement au Canada, on continue à faire des déportations. Parce que le Canada a accueilli en grande pompe ces gens. Tout le monde a félicité le Canada parce qu'il a ouvert les bras. Mais lorsque le Canada va déporter ces gens, personne ne verra. Et à ce moment-là, la grande presse ne va pas parler de ça parce que de toute façon, ça va se faire au compte-gouttes. Ça veut dire l'agence des services frontaliers va convoquer les gens et va les déporter. Alors vous voyez comment c'est hypocrite, comment c'est une situation extrêmement compliquée à ce niveau-là. Et c'est pourquoi on dit on a une part de responsabilité. Parce que c'est pas normal qu'on soit rendu à cette situation-là. Et j'ai vu dans le Nouvelliste aujourd'hui un livre qui va sortir en Haïti
Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, les 20 raisons qui le prouvent. C'est un livre qui va sortir le 15 novembre à l'hôtel Marriott à Port-au-Prince. Et l'auteur, Edier et Émile, nous dit que la passivité du peuple haïtien, c'est l'un des aspects qui empêche à ce peuple-là de pouvoir sortir de cette situation. C'est clair qu'on ne peut pas, par exemple, dire qu'on va recevoir tous les Haïtiens. Il n'y a pas un pays dans le monde qui peut recevoir tous les Haïtiens. Ça, c'est clair. Les Haïtiens doivent avoir une nouvelle mentalité. Ils doivent commencer par réfléchir sur leur situation. Ils doivent au moins commencer par travailler dans le pays. Je sais que c'est pas facile, mais on doit faire quelque chose. Mais pendant ce temps, les Haïtiens qui sont également aux États-Unis, au Canada, dans les grands pays, doivent également se mobiliser pour permettre à beaucoup de gens qui font cet effort-là. Imaginez des gens qui ont fait 10 pays du Brésil aux États-Unis pour venir aux États-Unis. Ils sont venus au Canada. Et puis maintenant, après quelques mois, le dossier va pas, et si ça passe à la commission de l'immigration, on leur dit que la décision est négative. Maintenant, ces gens-là qui devraient quitter pour retourner en Haïti. Pourquoi tous ces sacrifices-là? Alors, là, il y a un débat, il y a une situation extrêmement difficile et on n'est pas en train de d'excer ou bien de pointer du doigt qui que ce soit, mais on est en train de voir, c'est une réalité extrêmement compliquée. Il y a des choses à faire. Par exemple, au niveau du comité d'action qui dit on travaille pour faire quelque chose pour les migrants, mais c'est pas normal que le gouvernement ne délivre pas les permis de travail. Il faut faire quelque chose. Mais maintenant, après, ces gens-là qui sont déjà venus, mais il faut faire quelque chose également. On ne peut pas les laisser partir. Alors, c'est autant de situations, autant de choses qui sont extrêmement compliquées. On prend une pause. Après, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou à le faire affaire qui une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors maintenant, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, on a au niveau des visas de visiteurs, parce que je sais que la période des fêtes avance, vous avez l'intention de faire venir des parents pour visiter. Alors, si, avec la situation qu'on connaît maintenant, avec cette crise, avec autant de personnes qui sont arrivées des États-Unis, et en même temps avec la crise économique également. Alors ce que je vous dis, c'est pas vous qui déterminez, vous qui êtes ici au Canada, c'est pas vous qui déterminez si la personne va avoir un visa de visiteur en lui envoyant une lettre d'invitation. La personne va avoir une lettre et va avoir le visa en fonction de ses attachements, en fonction de ce que la personne a, combien, tout. Alors, il faut faire attention, oui, vous invitez. C'est pourquoi je vous dis, souvent je vous le dis, c'est pas parce que je ne voudrais pas que vous ayez un visa de visiteur, mais on voit que de plus en plus, l'ambassade du Canada, par exemple en Haïti ou bien dans d'autres pays, fait fortune parce qu'il y a trop de gens qui demandent des visas de visiteurs sans avoir une raison valable. Quand, par exemple, encore aujourd'hui, j'ai des personnes de 20 ans
qui m'ont appelé pour me dire oui, on veut venir, on veut faire une demande de visa pour visiter. Alors c'est clair que il n'y a pas un consul dans le monde qui va penser qu'un jeune de 20 ans va venir pour visiter. C'est un peu bizarre, c'est bizarre, c'est anormal, mais c'est ça la réalité. Ça veut dire qu'on ne croit pas que dans les pays pauvres, un jeune de 20 ans, un jeune de 30 ans, 40 ans, parce qu'on veut se baser sur des faits avant de donner le visa. Alors, pour ceux qui ont des situations, qui ont des parents qui voudraient les inviter, alors vous ne voulez pas faire des erreurs, nous on est là pour vous aider, pour vous encadrer. Et on vous le dit, nous on vous encadre, on présente le dossier de façon technique, mais la décision finale, c'est l'agent qui donne le visa. On ne donne pas de visa. Et à ce moment-là, si tout est correct, vous avez votre visa, très bien, alléluia, tout est correct. Si on ne vous donne pas le visa non plus, nous ne sommes pas responsables parce que nous n'avons pas le sceau de l'ambassade pour vous donner le visa. J'espère que tout le monde comprend ça à ce moment-là. Maintenant, pour les permis d'études, pour les gens qui veulent venir ici pour étudier, surtout dans les écoles professionnelles, il y en a qui veulent venir à l'université. Moi, quand quelqu'un me dit, moi, j'aimerais venir étudier à la faculté de médecine à Montréal, alors moi, je dis d'abord à ces gens-là, même ceux qui sont au Canada, qui sont au cégep, même ceux qui ont étudié ici ont de la difficulté à entrer en médecine. OK? Alors, ça veut dire que des fois, il faut être réaliste, comprendre les choses de façon. Alors, des fois, ils disent, oh non, et on a des rêves, on veut faire ceci, faire cela. Alors, pour ceux qui nous écoutent à l'étranger, et pour vous autres, des parents, vous voulez faire quelque chose, alors on est là, on est prêt à vous encadrer pour vous permettre d'avoir un permis d'études. Et le permis d'études, le gouvernement veut voir si vous avez la capacité financière pour le faire. Pour la citoyenneté, on sait que pour la citoyenneté, depuis le 11 octobre, on est en mesure de pouvoir faire la demande si on a 3 ans au Canada. Alors, ne m'appelez pas au téléphone pour me dire j'avais ma résidence le 13 mars 2014, j'ai été à Miami pendant 2 jours, est-ce que j'ai le nombre de jours? Moi, je ne suis pas une calculatrice. On a un bureau, vous passez au bureau, on fait la chose pour vous. Moi, je ne peux pas être là pour préparer, pour vous dire, oui, vous avez le nombre de jours. Et maintenant, on a l'impression, avec Internet, tout le monde se permet de dire, ah oui, j'ai vu sur le site. Bon, si vous avez vu sur le site, pourquoi vous m'appelez? Si vous avez vu sur le site toutes les informations, alors allez-y, faites votre affaire et puis au moins vous nous laissez la paix. Mais quand vous nous appelez pour dire oui, j'ai vu, mais il faudrait que vous nous disiez si c'est vrai. Bon, là maintenant, là, c'est compliqué avec vous. Alors, pour la citoyenneté, on vous dit, vous avez 3 ans et puis là, il faut venir au bureau pour calculer les choses et puis on vous dira si oui ou non vous pouvez procéder. La carte de résidence permanente, on sait que la période des fêtes arrive, vous avez l'intention d'aller en Haïti, d'aller ailleurs, assurez-vous que votre carte de résidence n'expire pas, parce que si la carte expire, vous allez être dans de beaux draps, vous allez être bloqué là-bas, vous ne pouvez pas retourner. Alors c'est important, avant même de voyager, de vérifier la validité de votre carte. Maintenant, pour les demandes de résidence permanente, d'abord travailleurs qualifiés. À ceux qui demandent si Québec a dit quelque chose, Québec n'a encore rien dit. Et même lorsque Québec va donner une date, dans son plan d'immigration, le ministre de l'immigration, M. Hurtel, a dit 47% de ces gens qui vont venir au Québec vont venir de l'Asie. Vous voyez, une province francophone dit que 47% des gens vont venir de l'Asie, alors qu'il y a seulement 3 pays en Asie qui parlent le français. C'est le Laos, c'est le Vietnam, c'est le Cambodge. 3 pays seulement qui parlent le français. Tandis que vous avez près de 40 pays qui parlent le français en Afrique. Près de 40 pays, on va prendre seulement 21% parce que les Africains n'ont pas d'argent. Mais en Asie, ils ont de l'argent. Pour toute l'Amérique, on va prendre 14%. Alors, lorsque vous qui êtes là-bas en Haïti, vous appelez, oui, vous aimeriez envoyer votre dossier, mais si Québec ne donne pas le signal, on ne peut pas.
Mais pour ceux qui veulent venir pour l'entrée express, aucun problème. On est prêt à vous aider pour vous permettre de réaliser ça. Mais il faut savoir que pour travailler qualifié, il faut être vraiment patient. Maintenant, pour le parrainage, on a observé que la plupart des gens qui ont une demande de parrainage dans les ambassades, maintenant, on fait des entrevues. Mesdames et messieurs, les entrevues doivent être préparées. Ce n'est pas vrai que vous allez à une entrevue, oh oui, c'est madame moi, c'est Marie moi, qui ne savait pas le poser comme question pour ne pas connaître. Vous vous trompez. Détrompez-vous pour une entrevue, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'audience à la CISR, que ce soit pour n'importe quel domaine, on prépare une entrevue. Mao disait que vous n'avez pas droit à la parole si vous n'avez pas fait d'enquête, si vous n'avez pas préparé ce que vous devez faire. Alors, lorsqu'il s'agit d'entrevue, vous devez vous préparer. OK? Alors, c'est important, lorsque vous avez une demande de parrainage, alors, s'il y en a qui ne savent pas comment préparer, on va vous aider avec ça. Et ensuite, pour la question de demande de considération humanitaire, les gens qui ont fait leur demande, qui n'ont pas encore reçu la dernière lettre pour aller signer à Saint-Antoine, alors il y en a qui appellent. Ça veut dire que si les agents ne donnent pas suite à votre demande, on ne peut rien faire. Alors là maintenant, on a constaté que pendant un certain temps, il y a des dossiers qui traînent en longueur. Alors tout ce qu'on vous dit, c'est que vous attendez qu'on vous appelle, ou bien vous attendez qu'on ait une réponse. Si vous avez déjà envoyé tous les documents demandés, c'est tout ce que vous avez à faire, vous attendez. Nous, on ne peut pas forcer la main aux agents pour qu'ils puissent traiter les dossiers. OK, parce qu'on a vu, il y avait tellement de demandes en août, septembre, de demandes d'asile. À Saint-Antoine, les gens travaillaient de 8h du matin jusqu'à 8h du soir parce qu'ils voulaient traiter ces cas. Probablement, on ne traitait pas les cas de considération humanitaire. Alors, il faut comprendre, c'est comme ça parce que Immigration Canada n'investit pas assez d'argent pour recruter de nouveaux employés. Ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, pour les questions de demande d'asile, alors, on voit des gens qui viennent d'Haïti, qui viennent de l'étranger, qui veulent faire des demandes d'asile. On voit surtout des personnes qui viennent des Antilles, qui ont été affectées par l'ouragan Irma et qui veulent faire des demandes d'asile. Quand vous passez nous voir, on vous donne l'heure juste. On vous dit c'est quoi une demande d'asile. Parce que la plupart des Antilles sont des régions liées à d'autres pays en Europe. Par exemple, on peut voir si on est de la Guadeloupe, de la Martinique, ça veut dire qu'on est citoyen français. On est, par exemple, d'autres pays, Antigua, on est citoyen britannique, tout ça. Alors, lorsque vous faites une demande, si vous avez un autre passeport d'un autre pays, votre demande d'asile est plus compliquée. Quelqu'un qui est citoyen du Venezuela et citoyen d'Haïti, s'il fait une demande d'asile à la commission de l'immigration, tout ce qui va se faire, c'est qu'on va évaluer la situation au Venezuela. S'il ne peut pas aller au Venezuela, on va lui dire d'aller en Haïti, par exemple. Alors, lorsqu'il s'agit de 2 pays ou bien de 3 pays, c'est très compliqué et le commissaire peut choisir le pays le plus sécuritaire et vous demander pourquoi vous ne pourriez pas retourner dans ce pays-là. Alors, ce n'est pas quelque chose de simple. Malheureusement, on voit ça et aujourd'hui encore, j'ai vu des personnes qui sont venues, qui ont eu un bon dossier, mais malheureusement, on leur a dit que oui, votre dossier le dossier a été fait comme si on est des personnes riches ou bien des personnes, on peut prétendre qu'on est des personnes riches. Si on arrive au pays comme personne riche, on va nous persécuter et puis l'aide juridique lui a dit oui, dès qu'on a un emploi en Haïti, on est à risque. Ce sont vraiment des racontards, des choses qui ne tiennent pas la route. Malheureusement, vous vous retrouvez des professionnels, vous êtes ici, vous venez pour faire votre demande, vous avez quitté votre travail, vous avez quitté beaucoup de votre famille, vous êtes venu pour faire une demande d'asile. Au lieu de prendre les bons conseils, des gens qui peuvent vous aider, pour vous conseiller, mais souvent, vous dites non, ça veut dire que je vais faire comme ça, celui-là, il m'a dit c'est comme ça, et puis après ça, on ne fait rien. Et puis, on se retrouve en situation... Moi, je trouve que quand quelqu'un choisit de faire une demande d'asile, c'est un choix difficile parce que vous savez, une fois que la demande est faite,
si ça ne passe pas, vous avez déjà une interdiction de séjour dans votre dossier. Alors, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Vous devez prendre les bons conseils et vous devez choisir les personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent vous expliquer, qui peuvent vous donner leur juste. Parce qu'il y en a qui vont vous dire des choses, mais c'est suivant leurs intérêts. OK? Nous, à Vision Max, après plus de 14 ans dans le domaine, on peut vous dire ce qui va suivant vos intérêts. Parce que ce qui nous importe, ce qui est important pour nous, c'est de voir que ça fonctionne pour vous. OK? Parce que chaque fois que nous avons des personnes qui vont à la commission, qui réussissent, nous savons que c'est comme un ambassadeur. Nous avons un ambassadeur sur la route, quelqu'un qui va référer d'autres personnes à nous. C'est pourquoi on prend le temps nécessaire pour préparer avec vous l'audience, pour vous accompagner et pour vous défendre comme il se doit devant le commissaire à la CISR. Alors, quand vous négligez ces choses, tant pis parce que vous vous retrouvez en situation où pratiquement vous mettez votre avenir en jeu, l'avenir de vos enfants. Parfois, on voit des enfants et on voit comment ces enfants-là, ils sont rayonnants, ils veulent vivre, ils sont porteurs d'espoir. Mais malheureusement, c'est-à-dire leur dossier n'est pas traité correctement ou bien les parents ont fait les mauvais choix. Et Michel est de retour, mais avant de passer à Michel, dernière chose, Michel, c'est que le 16 décembre, on aura au local de Vision Max sur Jean Talon une journée porte ouverte et une journée de réflexion, le 16 décembre. On invite tous les professionnels qui viennent d'arriver, ceux qui ont fait des demandes d'asile, et les gens qui ont occupé des postes importants, des professionnels, parce que il faut commencer à changer l'image de cette communauté-là. On les invite, on va donner des calendriers, on va avoir un petit goûter, et il y aura 3 présentations pendant cette journée porte ouverte et de réflexion. Je vais faire une présentation sur la demande d'asile, comme j'ai l'habitude de faire pour la préparation. Ensuite, Madame Savoie qui était là dernièrement, qui a présenté son livre, et ça y est, je retourne aux études, va parler de l'orientation de carrière. Parce qu'on veut que les gens qui viennent, non seulement réussissent leur audience, mais en même temps, qu'ils fassent le bon choix de carrière. On ne veut pas, on veut que la nouvelle génération, que cette nouvelle cohorte de personnes qui arrivent puisse choisir les bons domaines. Ok, ça veut dire que on peut aller en soins infirmiers, mais cependant c'est pas le seul. On peut aller dans beaucoup d'autres domaines, éducation spécialisée, et on peut aller en travailleur social. On a une kyrielle de domaines. Alors, Madame Savoie va donner une conférence sur l'orientation de carrière, et on a aussi Jean Fizemé qui va donner une conférence sur l'intégration. Alors, il y aura 3 présentations. Ça va commencer de 11h, ça va finir jusqu'à 6h, 7h, parce qu'on va être là. Et si on aura de la musique aussi, tout ça, on va s'amuser le 16 décembre 2017. Et c'est gratuit. Vous venez, on va s'asseoir, on va effectivement parler de choses sérieuses. Alors, Michel, à vous. C'est sûr que c'est pas une première édition. Même la première, ça a été un succès. Les gens faisaient le déplacement. Si on se rappelle bien pour les gens qui étaient là. Oui. Alors donc, on va répéter ça encore. Alors donc, Jean, c'est pas facile. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Alors, Maître Jean-Denis, j'écoutais l'émission la semaine dernière. Moi, je fais partie des nouveaux venus au Canada. Et concernant les gens qui ne se présentent pas à leur rendez-vous, et moi je pense que c'est des gens qui ont décidé de retourner aux États-Unis. Il y en a plusieurs personnes qui ont pris la décision de retourner. Personnellement, moi je suis rentré avec quelques amis et présentement je travaille. J'ai eu la chance d'avoir mon permis de travail. Présentement, je travaille. Moi, je décide de rester. Mais je connais plusieurs personnes qui ont pris la décision de retourner aux États-Unis. Non, ça, je ne sais pas vraiment comment ils ont procédé, mais ça me permet de faire le rappel pour les gens qui n'ont pas encore déposé leur FDA, qui ne sont pas passés à Guy Favreau, parce que on a prolongé ça jusqu'au 30 novembre. Ça veut dire, si vous n'avez pas encore écrit l'histoire, et c'est ça encore, Michel, le problème. Comment
on peut accepter que ces gens-là soient payés et on a l'aide juridique qui reçoit un salaire pour accompagner ces gens. L'aide juridique leur dit allez écrire votre histoire, allez vous débrouiller, allez faire ceci, allez faire cela. Et puis on accepte ça et on ne dit rien, absolument rien à l'aide juridique. Alors ça veut dire que on vous dit si vous ne pouvez pas écrire ou vous ne pouvez pas écrire votre histoire, vous n'avez pas le temps, répondez aux 6 questions du formulaire et après avoir répondu à ces questions-là, la commission va vous appeler, va vous demander de donner l'histoire et on ne sait pas vraiment. Alors comment on peut vraiment laisser tomber ces gens-là? Qu'est-ce qui arrive dans tout ça, c'est que très souvent la majorité de ces gens-là ne parlent pas bien le français ou ces gens ne comprennent pas trop bien. Alors quand vous avez quelqu'un devant vous qui doit faire appel à un traducteur, à quelqu'un qui va traduire pour vous, comment imaginez-vous que ça va bien se passer entre vous? Des fois, vous arrivez avec des expressions que la personne, très souvent, le traducteur ne comprend même pas ces expressions. Alors, beaucoup d'entre vous, vous êtes responsable de votre propre malheur. Non, et c'est encore plus, Michel, m'a regardé matin et on cas que moi ouais. Et puis pour regarder que parce que mon n'a pas tellement connaît situation pays a et puis il dit comme argument que depuis qu'on emploi en Haïti ou à risque. Mais mes amis, et tout le monde qui travaille en Haïti yo, comment on peut le présenter devant un commissaire pour dire le fait que ou gon emploi ou à risque et puis ensuite si moun connaît que c'est un moun riche en Haïti il y a persécuté il y a ceci mais et l'autre monde qui a fonctionné ça c'est des arguments que là suivant jurisprudence il a déjà démontré que argument ça au pas kembe. Alors message m'a dit moun yo comment faire ou ses parents, ou ses papas, ou ses mamans, ou quitter pays ou venir ici, ou que petit monde qui accompagne yo. Chaque jour petit monde ça va à l'école, y a regarder yo gen espoir. Et puis pour même on le prend dossier, on le prend bon conseil, ou la gueule, la main de monde qui a bon un rendez-vous la veille qu'on pour aller. Est-ce que c'est pas des risques autant des radios, autant de monde dit nous ça pas marcher, là tomber dans situation ça ou a échouer. Non mais ça pour nous dire moun yo encore c'est que mais gomba moi m'a dit nous là vision max service bureau nous déborder nous gain client juste nous pas connaît. Et ça que nous même n'a dit c'est un avantage nous même qu'a coûté radio là. C'est que là nous prend dossier nous dans la dans n'importe monde nous responsables de malheur c'est comme si comment on t'a dit ça c'est un bœuf qui mène tête li abattoir li mène tête li pour couper tête li oui c'est important c'est fort comme expression mais c'est vrai donc c'est à nous qu'on y a bon imaginez aux États-Unis qu'on y a plus de 40 000 personnes qui prêt qu'on y a là yo pral peut-être météo dehors dans pays et puis nous même qui boy ici nous a joué avec existence nous avec la vie nous alors cas, donc c'est terrible en tout cas on espère que vous avez compris alors de toute façon vous avez les coordonnées et puis on est là la semaine prochaine on aura une émission similaire et puis soyez branchés et puis continuez à nous écouter. Merci.